Après le grand succès polémique de Orange Mécanique, il y a un projet qui tient vraiment à cœur à Stanley Kubrick, c'est l'adaptation de la vie de Napoléon. Il y travaille depuis 1969, avant Orange Mécanique, et il y a consacré un nombre considérable de recherches, sachant que lorsqu'il se lance sur un sujet, Stanley Kubrick veut vraiment couvrir le domaine dans son intégralité, et il a de quoi remplir un musée entier dédié à, à Napoléon, excusez-moi, et il est capable de savoir jour par jour exactement ce qu'il a fait et toute l'histoire de sa vie. Simplement, à la même époque, les films historiques commencent à péricliter un petit peu. Et il y a notamment un film qui s'intitule Waterloo et qui est un four colossal au box-office. Et donc la Warner décide de se retirer. C'est un film évidemment qui était destiné à avoir un immense budget et on finit par abandonner le projet. Stanley Kubrick, à ce moment-là, a évidemment beaucoup de choses à revendre sur cette période-là et il n'abandonne pas totalement l'idée d'aborder cette période historique. Et il tombe par hasard sur un roman qui s'appelle Barry Lyndon, qui est écrit par Thackeray et qui est sorti en 1844, et il décide de l'adapter. Lorsqu'on lui demande par après pour quelle raison il a pris ce livre et pas un autre, il explique qu'on ne peut pas véritablement expliquer selon lui les raisons pour lesquelles on décide d'adapter une œuvre. Ce serait comme expliquer la raison pour laquelle on est tombé amoureux de la femme qu'on a épousée. C'est quelque chose qui vous parle. Et pour lui, une œuvre, dit-il, a du sens quand elle a un rapport avec la vie humaine et qu'elle recèle une part de vérité. C'est une phrase qu'il dit sur les œuvres qu'il adapte. Et il va donc entreprendre l'écriture, parce qu'il y a toujours un travail assez important d'écriture chez Kubrick, et la réécriture de cette œuvre. Donc c'est une œuvre qui est assez longue, qui est picaresque, avec de multiples aventures, donc il va réduire un certain nombre d'éléments. Il y a des personnages, plusieurs personnages qui sont réunis en une seule personne, beaucoup de récits à tiroir, comme c'est souvent le cas à cette époque, qui sont élagués, et la temporalité qui est réduite. Par exemple, dans le roman, Lady Lyndon va résister encore pendant 2 ans après la mort de son mari à la cour assidue de Barry Lyndon. Et donc ça, c'est beaucoup plus rapide dans la version cinématographique. Un autre élément qui est important, c'est les ajouts. Il y en a deux, des scènes qui seront vraiment très importantes. La première, c'est celle du concert, avec l'enfant qui arrive avec les sabots, qui sera vraiment développée dans la version du scénario de Kubrick, et une scène qui est complètement ajoutée, qui est le duel final entre Bullingdon et Barry. À partir de là va commencer la pré-production, qui va donc consister en des repérages, et pour ce faire, Kubrick va faire appel à un scénographe qui s'appelle Ken Adams, avec lequel il a déjà travaillé sur Dr. Folamour. Et Ken Adams, quand il apprend que Kubrick veut travailler avec lui, n'a qu'une envie, c'est de fuir le continent, parce qu'il a des souvenirs assez angoissés de tout ce qu'il a pu subir sous sa direction pour Dr. Folamour. Et histoire d'être sûr que Kubrick refuse, il lui propose une somme absolument astronomique. Et Kubrick le menace de prendre quelqu'un d'autre s'il maintient son tarif, ce qui évidemment soulage Ken Adams. Et Kubrick étant évidemment tout à fait au fait de qui sont les meilleures personnes avec qui collaborer, finira par revenir vers lui et accepter son tarif. Et Ken Adams cède et accepte de travailler pour lui, ce qu'il va regretter dès qu'il commencera à travailler la semaine suivante, lorsqu'il se rendra compte que Kubrick a décidé de tourner uniquement dans des lieux réels, aucun travail de studio, et qu'il va donc falloir entreprendre un travail de repérage qui va durer 6 mois, sachant que donc Kubrick vit en Angleterre à ce moment-là, c'est le cas depuis 2001, l'Odyssée de l'espace, et il demande à ce qu'on fasse des repérages sur des lieux qui sont à 30 km à la ronde pour que ça puisse être plus pratique pour rentrer chez lui le soir. Et il va faire faire des milliers de photos de tous les environs, de tous les châteaux d'Angleterre, et il va aller jusqu'à l'Irlande et exiger de savoir qui a vécu dedans, quelle est l'histoire de chaque bâtiment, etc. Ce qui va faire s'arracher les cheveux à tous ses collaborateurs. D'autres détails vont donner lieu à un travail extrêmement important. Les costumes, il va y avoir 18 mois rien que destinés à tous les costumes. Il y a quand même un nombre considérable d'armées, des figurants, 250 figurants pour l'armée anglaise par exemple.
et il veut que chaque costume soit rigoureusement authentique. Il y a un très grand travail de documentation sur les peintures, sur les gravures, pour que ce soit évidemment rigoureusement fidèle à ce qui était porté à cette époque-là, par exemple. Pour les perruques, il va chercher les perruques les plus prestigieuses qui sont faites avec les cheveux de filles qui rentrent dans un couvent en Italie. Donc il a des informations comme ça sur tout ce qui se fait en Europe de plus exceptionnel. Et il va travailler un long moment aussi pour savoir quelle bougie utiliser, puisqu'il y a donc cette volonté d'avoir de nombreuses scènes éclairées à la bougie. Et lors des premières expériences, il se rend compte que les bougies à la graisse animale font une fumée et une odeur absolument intenables et qu'on ne peut absolument pas tourner dans ces conditions parce qu'au bout de quelques minutes, la pièce est envahie d'une fumée noire. Et donc, il va jeter son dévolu sur des cires d'abeilles qui ne sont construites que dans des usines dédiées entièrement à l'Église catholique et auprès desquelles il va démarcher pour leur commander des quantités industrielles. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Et il va aussi mettre en place une pré-production qui est pour lui un moment dans lequel tous les détails doivent être réglés. Parce qu'au moment où on tourne, il veut être sûr qu'il n'y a aucune improvisation à faire, si ce n'est la scène qui est de réécrire en permanence son scénario, comme il le fera par la suite pour tous les films qui suivront. Pour le casting, la Warner a une exigence, elle sait que c'est un film qui va coûter cher, elle veut une star. Au départ, Redford est approché, mais il se désiste et on va choisir Ryan O'Neal, qui à l'époque est vraiment un acteur extrêmement connu. Il a tourné dans des films qui ont eu un grand succès, comme Love Story par exemple. Et évidemment, Kubrick prendra un malin plaisir à l'employer un petit peu dans un contre-emploi, comme quelqu'un qui est un séducteur, mais qui est évidemment vu dans un versant beaucoup plus médiocre. Et pour Marisa Berenson, c'est une actrice qui, lui, le subjugue totalement. Il explique que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas besoin d'en rajouter, qui n'a pas besoin de jouer, puisqu'elle a cette surface qui semble calme, mais au-delà de laquelle on devine directement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Le troisième acteur important, c'est celui qui joue Lord Bullington, qui s'appelle Leon Vitali, et qui va avoir une histoire vraiment particulière avec Stanley Kubrick, puisqu'il ne le quittera plus jamais après le tournage, il deviendra son assistant personnel, et c'est quelqu'un qui a véritablement vénéré le maître toute sa vie, et qui continue d'ailleurs après sa mort à être une sorte de porte-parole. C'est celui qui est commissaire de nombreuses expositions. Il y a un documentaire sur lui qui explique vraiment le travail quasiment d'esclave, il faut aussi dire ce qu'il a pu faire pour Stanley Kubrick, mais en tout cas c'est quelqu'un qui rentrera parmi vraiment sa garde rapprochée et qui travaillera pour lui toute sa vie. Le tournage va donc commencer en 1973 et il va y avoir des éléments extrêmement ambitieux, notamment pour les tournages de scènes de bataille. Il y a un travelling de plus de 240 mètres qui est installé le long du champ où les armées défilent avec 3 caméras distinctes pour créer une bataille qui s'approche de ce qu'ambitionnait évidemment, mais de manière beaucoup plus grandiose, de ce qu'ambitionnait Kubrick pour son film évidemment sur Napoléon. On lui demande aussi, comme il tourne en Irlande, on exige de lui qu'il engage des gens du pays. Et donc Kubrick, qui n'est évidemment absolument pas prêt à travailler avec des gens qu'il ne connaît pas, va notamment prendre une équipe de 12 électriciens à qui il va leur expliquer qu'ils peuvent boire du thé jusqu'à la fin du tournage, mais qui n'ont absolument aucun droit d'interférer sur ce qui se passera sur le plateau. À partir de là, il va commencer son travail de la manière habituelle, c'est-à-dire à environ 25 prises par plan. On le connaît, on en a déjà parlé dans certaines séances ici, notamment pour Shining, qui sera son film suivant, et ce qui va évidemment occasionner des délais extrêmement importants, sachant que comme ils tournent dans des lieux réels, ce sont des lieux qui ont leur propre vie, et bien souvent ils doivent composer avec des visites guidées. Donc pendant qu'ils tournent dans un lieu, il y a une visite guidée, soit qui attend, soit qui est en train de passer dans la pièce d'à côté, et donc tout ça va engager évidemment une organisation extrêmement complexe. Au bout de 10 semaines de tournage, Stanley Kubrick a englouti la totalité du budget initialement prévu par la Warner, qui est de 2,5 millions de dollars, sachant qu'il a filmé à peu près 10% du film prévu. Donc le tournage va s'étendre finalement sur quasiment 300 jours et arriver à la fin à 11 millions de dollars, ce qui sera évidemment un dépassement colossal.
Des enjeux particuliers sont évidemment menés concernant la photographie. Donc là, il va retravailler avec John Alcott, avec qui il avait déjà travaillé sur 2001 l'Odyssée de l'espace et sur Orange Mécanique, et qui, pour le coup, va devoir évidemment être à la hauteur des ambitions de Kubrick. John Alcott a un respect immense. Il dit de Kubrick, qui est un photographe de formation, que s'il n'avait pas été réalisateur, il aurait été probablement le meilleur chef opérateur au monde, qui sait exactement ce qu'il veut, et il travaille vraiment sous la directive très précise du cinéaste. Il s'agit, comme vous l'avez vu, de faire une photographie qui se rapproche le plus possible de la peinture du XVIIIe siècle, et pour ça, ils vont faire toute une série de tests, d'essais sur la photographie, et notamment d'essayer de travailler dans des lumières les plus naturelles possibles. On a tendance à dire que Barry Lyndon est un film qui est entièrement filmé en lumière naturelle. Ce n'est pas exactement vrai. Ça l'est pour un certain nombre de scènes. Toutes les scènes qui sont éclairées à la bougie, notamment, n'ont pas d'éclairage artificiel en plus. Les scènes à l'extérieur, évidemment aussi. Par contre, un certain nombre de scènes d'intérieur de jour ont recours à un éclairage artificiel qui vient depuis les fenêtres. Il y a beaucoup de sources lumineuses très puissantes qui viennent de l'extérieur et qui là sont aidées par des éclairages artificiels. Mais pour cet éclairage naturel, dans les scènes extérieures, Kubrick va beaucoup profiter du temps extrêmement changeant de l'Irlande, ce qui va bien entendu lui permettre d'avoir des teintes absolument magnifiques, mais il peut passer un long moment à attendre d'avoir la lumière qu'il souhaite, ou alors de faire traverser un cheval sur un grand paysage et de voir comment les nuages passent pour pouvoir créer justement des contrastes dans la lumière. Pour les scènes éclairées à la bougie, ça va être un défi technique que personne n'a réussi à résoudre jusqu'alors, et il va aller chercher un objectif qui a été construit par Zeiss pour la NASA, et qui est un objectif extrêmement particulier, destiné à des satellites à l'origine, et qui a une ouverture de 0,7, donc une ouverture absolument colossale qui va pouvoir laisser rentrer beaucoup de lumière, et qui va donc qui va réussir à adapter à une caméra spécifique, et qui va bien entendu les mettre dans des conditions extrêmement difficiles. C'est une caméra, un objectif, qui ne permet aucune profondeur de champ, donc la zone de netteté pour les acteurs est extrêmement réduite. Donc il y a tout un système qui a été mis en place de moniteurs vidéo avec un quadrillage qui dit aux acteurs exactement où ils doivent se placer pour rester dans la mise au point, et donc ils sont absolument tétanisés, ils n'ont pas le droit de trop bouger, sinon ils deviennent flous directement dans toutes ces scènes éclairées à la bougie. Le tournage se complique à un moment parce que Kubrick, ayant la mauvaise idée de faire défiler l'armée anglaise en Irlande, l'IRA se réveille, considère ça comme une provocation et met Kubrick sur la liste des gens à éliminer le plus vite possible, menace que Kubrick prend très au sérieux, et donc il se carapatousse en Angleterre, et il doit un peu réadapter aussi le tournage et trouver de nouveaux lieux. Il y aura aussi un travail très important sur la musique. Comme d'habitude, quand Kubrick commence à faire des recherches sur un sujet, il veut tout écouter, il veut tout connaître, il veut avoir des musiques qui correspondent exactement à la période à laquelle se passe son récit, et il va faire réenregistrer la totalité des morceaux qu'il veut mettre, et rendre fou aussi le chef d'orchestre, lorsqu'il lui fait enregistrer 4-5 fois le même morceau en lui disant « mais là je crois qu'il y a un tiers de temps d'écart, à la fin il va falloir le reprendre ». Et c'est des choses qui contribuent évidemment au mythe et à la légende de Kubrick. Arrive la post-production, et la Warner voit que le réalisateur a déjà englouti 8 millions de dollars, et ils sont face à un dilemme qu'ils vont régler assez vite. Ils se disent, bon, soit on le laisse post-produire exactement comme il l'entend, soit on lui dit on arrête les frais maintenant, et on aura un film qui ne sera pas à la hauteur de ce qu'il ambitionnait. Il lui donne carte blanche, donc 3 millions supplémentaires, et il y aura 1 an de post-production supplémentaire, ce qui fait que le film va mettre quasiment 3 ans à être fait de bout en bout. Le film va sortir, et la mauvaise idée de la Warner lors de la projection presse est de leur faire un plantureux buffet avec alcool avant la projection, ce qui fait qu'un grand nombre de critiques s'endort durant la projection, et les premiers retours vont être assez désastreux en disant que le film est très long, très ennuyeux, et que c'est un film glacial. Donc les réactions vont être assez contrastées. Ensuite, il y aura évidemment beaucoup de gens pour défendre le film. Il n'en demeure pas moins que c'est un échec au box-office. La Warner attend au moins 30 millions de dollars pour pouvoir rentrer dans ses frais. Le film n'en engrangera que 9,5. Et c'est sur le long terme, comme souvent dans les films qu'on présente, que le film
rentrera dans ses frais. Là, en Europe et en France particulièrement, il aura beaucoup de succès, comme c'est aussi souvent le cas pour ce genre de film. Et de toute façon, le cinéaste est satisfait. Il a fait ce qu'il voulait. Il a eu les conditions optimales pour le faire, le temps, l'argent, et il est absolument satisfait du résultat. Il n'en demeure pas moins qu'il aimerait bien quand même un succès aussi. Et c'est la raison pour laquelle, suite au triomphe qui a été fait à un film d'horreur qui est L'Exorciste en 1973 de Friedkin, il décide d'aller un petit peu regarder de ce côté-là, et c'est le moment où il va mettre en place Shining, qu'on a déjà présenté ici et qui sortira 5 ans plus tard, parce que sa production sera aussi extrêmement longue. Alors, pour aborder ce film, j'aimerais vous proposer en exergue une citation d'un cinéaste qui, en 1977, disait « J'aime bien Barry Lyndon, mais j'ai eu l'impression de visiter tout le Prado sans manger. » Le Prado étant le musée de Madrid, l'équivalent du Louvre, dans lequel vous avez l'une des plus grandes collections de peintures au monde. Et le cinéaste qui affirme ça, c'est Steven Spielberg, qui a une grande admiration pour Kubrick, mais qui reconnaît qu'il y a quelque chose quand même d'assez atypique qui se produit dans ce film. Ce film, effectivement, peut être vu, et quand on le contemple, je dirais pour la première fois, comme un film musée, un film dans lequel on va avoir une exhibition de tous les arts qui précèdent le cinéma, et c'est en ça qu'il est fascinant, même dans la place qu'il occupe dans l'histoire de l'art. D'une certaine façon, il va convoquer tous les arts qui précèdent le cinéma, qui est un art jeune, et qui, bien entendu, est au carrefour des influences de la peinture, la musique, la littérature. Donc la peinture, elle explose aux yeux à peu près tout le film. Les plans sont de véritables tableaux. Ils ont été vraiment conçus, que ce soit dans la lumière, dans le cadrage, dans la composition, en très nette influence par rapport à des toiles. Beaucoup de critiques se sont amusés à aller retrouver justement différents modèles. Donc on peut citer un nombre incalculable, et je ne le ferai pas là parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais de peintres qui sont convoqués pour justement des peintres du XVIIIe siècle. Et l'ajout, évidemment, qui peut être intéressant, c'est le fait qu'il va y ajouter le mouvement. Paradoxalement, le mouvement des personnages n'est pas très présent. Les personnages sont souvent des silhouettes très fixes dans ces tableaux qui ajoutent justement à la dimension picturale, mais c'est plutôt le mouvement du cadre. John Alcott, donc le chef opérateur, explique que pour lui, généralement, quand un chef opérateur utilise un zoom, c'est parce qu'en fait, il a la flemme de changer d'objectif, ce qui implique des nouveaux réglages, et qu'on peut passer d'une échelle de plan à une autre de manière assez fluide, et on n'a pas à s'embêter. Lui, évidemment, a une vision complètement différente, en accord avec Kubrick, qui consiste, on est la plupart du temps dans un zoom arrière, à créer une première composition et ensuite élargir le cadre pour donner un nouveau tableau dans lequel le sens va un petit peu se modifier et qui va bien entendu dire des choses sur la place de ces personnages et sur le cadre dans lequel ils évoluent. C'est aussi dans ce travail-là, notamment, quand on voit les cadres, les plans d'ensemble, un travail sur l'architecture, sur notamment tous ces jardins à la française, et cette manière qu'on a particulièrement à cette époque, de vouloir totalement domestiquer la nature. Elle est au cordeau, les jardins sont extrêmement symétriques. On a un travail justement qui montre une volonté, une espèce de leurre même, on dirait, sur la civilisation qui peut tout régler et qui peut vous montrer une vision géométrique dans laquelle l'homme pourrait tout contrôler d'une certaine façon. L'autre élément, bien sûr, c'est la musique. Une musique qui, vous l'avez remarqué, est extrêmement répétitive, avec un certain nombre de variations, et qui crée quelque chose, déjà une solennité, une coloration folklorique aussi, au départ, avec notamment les airs qui renvoient très clairement à l'Irlande. Et ces répétitions constantes créent quelque chose qui va mettre aussi une forme de distance par rapport au récit qui nous est raconté, puisque ça peut avoir une dimension un peu ironique. On a le sentiment d'une ritournelle qui est toujours la même, alors que les personnages essayent d'évoluer, et aussi une forme de solennité, une forme de gravité et de mélancolie qui va aller croissant dans l'œuvre. L'autre élément convoqué, c'est bien entendu la littérature, qui va être présente par un recours extrêmement important à la voix off. L'autre adaptation qu'a fait Kubrick lorsqu'il a réécrit le roman, c'est celle justement du point de vue. Barry Lyndon, le roman, est écrit à la première personne par Barry qui, quelques décennies après les événements, revient
sur sa jeunesse, et ce sont ses mémoires, ce sont les mémoires de Barry Lyndon, qui sont d'ailleurs qualifiés, le sous-titre c'est un roman sans héros par Thackeray. C'est aussi quelque chose qui a évidemment intéressé Kubrick. Et dans cette écriture-là, littéraire, nous avons un personnage qui se penche sur son passé et qui donc, par le biais de la première personne, va avoir un regard en surplomb avec une forme de sagesse de celui qui a acquis une expérience et qui peut regarder avec du recul ce qui s'est passé. Ce que va refuser Kubrick. Kubrick, en nous proposant un narrateur externe, va, avec une certaine cruauté, interdire à son personnage d'avoir du recul sur sa propre expérience. Et c'est un narrateur en voix off qui, de manière assez sarcastique, très ironique, va commenter les illusions de son personnage, son immaturité, et va même aller au-delà de la dimension assez humoristique, parce que toute la première partie est assez à une forme d'humour. Alors un humour très british, très fin, mais avec justement une autre couche de distance qui, bien entendu, nous montre un personnage inexpérimenté ou des personnages qui, dans leur technique de séduction, par exemple, se mentent à eux-mêmes, ont de très belles paroles, mais des actes qui régulièrement ne suivent pas. Mais on va avoir un autre élément dans cette voix off, c'est une coloration tragique, puisqu'elle va même aller jusqu'à annoncer des événements. Alors d'abord, on a ce point de vue omniscient qui nous permet d'avoir des informations que n'a pas Redmond, par exemple sur le personnage de Li Shen, cette jolie dame avec laquelle il passe quelques jours, et qu'on explique quand il s'en va qu'elle avait été déjà visitée par de nombreux passants auparavant, mais on aura aussi l'annonce de la mort du fils, au moment précisément justement où le père vit un moment agréable avec lui, où il joue avec lui et où on explique pour une des rares fois du récit que c'était un bon père et qu'il avait quand même enfin une qualité. Et c'est ce moment-là qu'on choisit pour vous annoncer que cet enfant va mourir et qu'il n'aura pas de descendance. Donc c'est quelque chose qui, là aussi, va ajouter à cette dimension tragique, et l'écrit a une place assez importante. Vous avez les signatures permanentes de Lady Lyndon dans le film, et ce carton final dans lequel on nous dit que tous les personnages sont égaux maintenant, par justement cette espèce d'idée de vanité totale. Ils sont tous égaux face à la mort, et il y a aussi un spectre qui est le futur de ces personnages et qui est la Révolution française, avec l'idée d'une abolition des privilèges et puis de la fin d'une ère concernant la noblesse. Cet élément littéraire se retrouve aussi, bien entendu, dans toute la vision du roman initiatique. Redmond est un jeune homme, on va le suivre quand même sur une trentaine d'années, qui est extrêmement maladroit au départ et qu'on va suivre. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute sa trajectoire, c'est évidemment le roman d'un médiocre, mais c'est aussi une trajectoire qui va vous montrer un personnage qui est un imposteur, qui est quelqu'un qui ment en permanence, et la thématique du mensonge va traverser absolument tout le récit. Dès le départ, le duel par lequel justement il va rentrer un petit peu dans ses premiers faits d'armes et faire de lui une sorte de héros, est un duel qui est faux en fait, qui est une imposture, puisqu'on va s'arranger pour le faire partir, de la même façon que toute la première vision de l'amour est une vision qui est complètement galvaudée par l'idée qu'il faut qu'il y ait un mariage arrangé qui va permettre évidemment d'éponger des dettes, et qu'il s'agit d'évacuer celui qui a la folle idée d'avoir des sentiments sincères. Et toute la suite des aventures de Barry Lyndon, enfin de Redmond Barry, pardon, dans la première partie, ne cesse de montrer un personnage totalement réversible, qui est une sorte de girouette et qui passe son temps à être dans une armée puis dans l'autre, un espion puis un agent double, et quelqu'un qui joue et quelqu'un qui triche en continu. Et c'est quelque chose qui va le poursuivre toute son existence, puisqu'il finira par mentir même à son propre fils en lui racontant ses exploits guerriers pour l'endormir le soir, et qui va séduire aussi Lady Lyndon à une table de jeu, sous vraiment l'égide du bluff et de la triche par laquelle il a réussi à atteindre justement tous ces cercles extrêmement prestigieux. Donc cette thématique du mensonge va traverser tout le récit, et la punition du mensonge se fait par le mensonge de son fils qui ne tient pas sa promesse de ne pas aller voir le cheval, et qui en mourra, et qui d'une certaine façon expie pour les péchés du père dans cette logique un petit peu de châtiment. Donc cette idée aussi de vous montrer un personnage qui est systématiquement
faux, menteur, qui prend d'autres noms, qui essaye d'accéder à un titre qui n'est pas le sien, qui change aussi de patronyme, accentue encore, après tous les éléments qu'on a déjà évoqués, accentue cette distance qu'on va avoir avec lui. Donc on se retrouve face à un spectacle qui, effectivement, comme ont pu le dire un certain nombre de spectateurs et de critiques, a l'air d'être totalement glacial et de vous proposer une espèce de vitrine dans laquelle on ne pourrait avoir que de l'admiration pour la forme et du mépris pour les personnages qui nous sont présentés. Il y a néanmoins une série d'éléments qui montrent que Kubrick veut aller au-delà de cette simple, évidemment, exhibition formelle et virtuose. Le premier, c'est un élément qui traverse toute sa filmographie, c'est le rapport à la violence et le rapport à la barbarie. Dans tous les films de Kubrick, particulièrement ceux à partir desquels il a pu réellement faire les films qu'il choisissait, je ne parle pas des films de commande de ses débuts de carrière, mais on voit Kubrick qui compose avec une dichotomie très nette entre des personnages qui sont dans la maîtrise, qui sont intelligents, c'est quand même le cas aussi de son protagoniste ici, et qui, à un moment, vont devoir composer avec ce qui fait l'être humain, ce qui fait ses pulsions, ce qui peut faire sa violence. On le voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le bond civilisationnel à la fin de la première période de la préhistoire, c'est quand le singe se sert d'un outil, mais pour fracasser la tête d'un ennemi. Donc la violence, elle est inhérente aussi à l'évolution. Et c'est un thème qui évidemment est au cœur même de Orange Mécanique, l'ultra-violence. Et ce qui l'intéressait dans le projet initialement de Napoléon, c'était justement que Kubrick n'arrivait pas à comprendre comment un tel génie avait pu finir par échouer. Et c'était ça qui vraiment le fascinait. D'où le fait que le récit de Barry Lyndon, c'est un récit évidemment, un rise and fall, l'idée de grandeur et décadence. Et on voit dans le film ce rapport à la violence qui est absolument permanent. Le personnage de Barry, c'est un personnage qui entre de force, systématiquement. Chaque fois qu'il s'exprime, chaque fois qu'il rentre, dès le départ, quand il rentre en altercation avec le capitaine Quinn, par exemple, on le voit rentrer dans le cadre et casser un des beaux tableaux où vous aviez ce couple qui se comptait fleurette, et lui arrive, il fait irruption, et il va briser justement toute l'harmonie du cadre. C'est lui qui va jeter le verre, et puis ensuite il va s'inscrire, évidemment, en tant que personnage par les duels. Ça va être sa grande signature, et puis aussi par la violence, notamment la violence de la guerre, une violence qui, là aussi, dans la dimension littéraire, va montrer quelque chose de très vain et une grande satire. Parce que le regard qu'on porte sur justement cette société, c'est une société qui vit complètement à l'écart, qui a une indifférence totale pour les miséreux et pour les gens qu'on envoie à la guerre. Et quand on voit la guerre, on est dans une dimension beaucoup plus esthétique que militaire. La très belle façon dont les personnages s'affrontent, enfin les soldats, c'est très beau d'un point de vue graphique. On a des lignes qui avancent l'une vers l'autre, mais militairement, c'est une absurdité qui renvoie à la fameuse boucherie héroïque de Voltaire, où on vous explique à quel point tout cela est extrêmement beau, mais ça n'a aucun sens. On voit juste des lignes qui s'écroulent et qui se recomposent sans tenir compte du fait que ce sont des vies qui tombent à chaque fois. Mais on a cette prestige du défilé, c'est ce qu'on voit au départ, et c'est ce qui attire d'ailleurs Nora. C'est le prestige de l'uniforme, c'est les défilés, c'est les coups de canon, tout ça est très joli, c'est du spectacle. Et cette violence-là, justement, on essaye à chaque fois de l'encadrer. Quand les deux soldats veulent s'affronter, on dit attention, on va faire un ring, on va faire les choses propres, et on a subitement un cadre extrêmement précis de civilisation apparente avant le combat. Et donc, on a un personnage qui va devoir composer avec ce qu'il est réellement, et des moments où il s'exprime réellement, ça va être justement par la violence. Alors, il y a une autre pulsion, qui est celle, évidemment, de la pulsion sexuelle, où on le voit justement, à partir du moment où il a séduit cette femme, on va le voir dans une espèce d'orgie de chair très triste, dans laquelle il n'a pas une réelle satisfaction, mais un besoin de séduire, dans lequel on sent qu'il ne se réalise pas, et la voix off dit très clairement qu'il a décidé d'arrêter d'aimer, parce qu'il est arrivé dans un monde proprement inhumain. Toute cette violence, elle va se mettre aussi dans un très grand nombre d'épisodes. C'est une violence qui va être soit très honorable, les différents duels, soit normée par la société dans la guerre, mais qui va ensuite devenir une violence domestique, avec les châtiments corporels qu'il va infliger à Lord Bullingdon, et qui va devenir la seule communication qu'il a avec lui.
et qui va très clairement le conduire à sa perte. Parce que le moment où il tombe, c'est le moment où réellement, justement, il va ne plus passer par un châtiment dans lequel il compte, en cadence, comment châtier le fils, mais réellement devenir le rustre qu'on l'a toujours accusé d'être, et c'est la raison pour laquelle on l'empêche d'accéder à ce titre. Et ce moment de démesure, d'hubris, va être celui de sa perte. Et c'est l'un des rares moments, il y a 3 moments dans le film qui sont filmés caméra à l'épaule, où on n'est pas justement dans cette dimension très picturale. C'est le combat de boxe, c'est ce moment du concert, et c'est la tentative de suicide aussi de Lady Lyndon, où là, on est dans une façon de filmer qui est complètement différente, qui tranche, et qui va justement montrer des personnages qui sont en proie à des émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer, et qui sont soit en phase au désespoir, ou à la violence la plus haineuse. Ce qui nous met dans une autre dimension du film, qui est celle de la tragédie. Le récit, est monté comme vraiment une structure dans laquelle on va vous montrer un personnage qui est condamné à perdre quoi qu'il arrive. Le premier plan, qui est absolument sublime, qui est déjà un tableau, qui est celui du duel du père, vous montre en quelques secondes tout ce que sera finalement le film. Vous avez 2 petites silhouettes au sein d'un gigantesque espace très beau, qui n'arrive pas à investir, qu'on ne reconnaît pas, on ne voit, le père n'a pas de visage, et qui en quelques secondes tombe au sol. Voilà. Vous en avez pour 3 heures, mais ce sera finalement ça, en réalité. Et parce que les duels sont des duels qu'il est condamné à perdre. C'est par le duel qu'il va réussir à accéder à une forme d'héroïsme, mais ce n'est que temporaire. Et si vous regardez la manière dont les récits et les événements se répondent, on a des boucles. Au départ, on a le jeune gamin qui va provoquer en duel un homme d'âge mûr, et c'est exactement ce que Bullingdon fera avec lui quand il sera devenu l'homme d'âge mûr. De la même façon, Redmond va évincer le vieillard Kakoshim qui est sur son fauteuil roulant, et à la fin, il est lui-même un vieillard infirme, amputé, et qui a tout perdu. Donc on a vraiment une espèce d'effet d'annonce qui montre vers quoi il se dirige et à quoi, en fait, en réalité, il se destine. Et c'est un personnage qui, justement, progressivement, en apprenant d'un monde dans lequel il va s'intégrer, va être dans une léthargie croissante qui va donner une autre coloration à toute cette dimension visuelle. C'est un homme qui apprend le langage, mais qui, comme on le voit, parle de moins en moins, à l'image de Lady Lyndon, d'ailleurs, qui parle très peu. Mais lui, quand il s'exprime, c'est par les yeux, c'est en embrassant quand il séduit, ou alors par la violence, lorsqu'il ne sait pas se retenir et qu'il châtie. Mais en réalité, c'est un personnage qui ne va plus avoir de sens à sa vie. Toute la première partie, c'est la première partie des aventures. C'est le moment où le héros, dans cette phase initiatique, a des élans. Et là, il va avoir plein d'aventures et prendre plein d'initiatives, même s'il est en réalité souvent ballotté par les événements. Mais à partir du moment où il a accédé aux hautes sphères, il y a quelque chose qui va se détraquer et qui est aussi là un message assez clair sur la condition de vie de ces aristocrates. Quand on est riche, eh bien, on expérimente l'oisiveté. Quand on expérimente l'oisiveté, eh bien, on est dans l'ennui et on perd toute volonté, toute initiative. Et c'est exactement ce que va vivre Barry, qui va être dans une sorte d'ennui dans lequel subitement les tableaux vont avoir un autre sens. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de luxueux, quelque chose de magnifique, quelque chose de très ouvragé, mais quelque chose de vide, quelque chose qui justement montre des personnages qui sont dans un univers en 2 dimensions, si vous voulez, très fastueux, mais dans lequel l'ennui existentiel est absolument patent. Et ça explique le fait que ces personnages passent leur temps à jouer. Le jeu de hasard, il est justement réservé à une classe sociale qui n'a plus rien à espérer, puisqu'elle est dans une stabilité qui est celle de cette petite bulle de privilèges. Et en jouant, eh bien, il réexpérimente cette petite vibration, si vous voulez, qui consiste à se dire « Ah, je vais peut-être perdre ». Donc, ils se repassent ce frisson, en fait, qu'ils ont quitté, puisqu'ils ont tout et qu'ils n'ont plus rien à désirer, d'une certaine façon. Et c'est là que commencent à arriver des éléments qui vont dépasser la simple dissertation d'un misanthrope génial que serait Kubrick et qui dirait « Mais vous voyez comme les hommes sont vains et comme ces petits insectes, je les observe avec dédain ». Si on regarde, il y a des sentiments.
dans le film. Quand bien même ce personnage est méprisable, c'est un personnage infidèle, c'est un parvenu, c'est un arriviste, c'est quelqu'un qui est extrêmement cynique et qui est devenu encore plus au contact de ce monde qu'il est tout autant que lui. Vous avez quelqu'un qui va quand même, en réalité, manifester des émotions. On le voit au départ, dans la fougue évidemment très immature avec laquelle il aime Nora, mais on le verra aussi dans le brusque accès d'émotion qu'il a face à la personne qu'il est censé espionner et à qui il va dire en fait nous sommes semblables, je suis irlandais et je préfère être sincère pour le coup. La manière dont il accompagne Grogan aussi, il le sauve, la façon dont il sauve certaines personnes et le coup de feu qu'il tire à terre aussi à la fin face à Bullingdon et qui laisserait supposer qu'il a envie de casser un peu ce mouvement continu du duel et d'avoir de l'empathie pour la personne en face de lui. Et cet élément-là, cette émotion, elle se trouve évidemment dans son rapport à son fils. Et quelque chose qui, là, pour le coup, crée une petite parenthèse durant laquelle il va enfin découvrir un sentiment réel et un sentiment qui, bien entendu, est d'autant plus important qu'il est voué à être éphémère et qu'il en sera privé. Et donc, le réel propos du film consisterait à montrer une série d'émotions pour mieux, en réalité, les faire disparaître progressivement. La trajectoire, c'est celle d'un dépouillement, c'est celle d'une éviction. À la fin, Barry Lyndon n'est plus rien. Il a perdu son titre, il a perdu sa descendance, il a perdu son fils, il a perdu évidemment tout l'argent, il n'a plus que des dettes, il a même perdu un membre. C'est quelqu'un qui a été entièrement dépouillé. Et l'humiliation suprême consiste à être la place finale qu'on lui donne, c'est-à-dire un billet de rente. Comme si on lui disait, et c'est exactement ce que souhaite faire Bullingdon, vous n'avez épousé ma mère que pour son argent, eh bien voilà ce à quoi vous pouvez vous destiner, vous êtes une ligne dans un livre de comptes. Donc c'est quelqu'un qui existait par l'argent et on ne lui donnera que cette existence évidemment éminemment méprisable. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Il reste la question que se pose Kubrick quand il adapte une œuvre. Il dit, je vous le rappelle, qu'il faut que c'est un rapport avec la vie humaine et que ça recèle une part de vérité. La part de vérité, ce n'est pas seulement celle d'un cynisme total qui dirait que les hommes et les femmes ne vivent que dans la vanité et dans l'artifice et dans l'illusion. La beauté du film, elle est convoquée pour montrer justement une profonde méditation sur la condition humaine. Si on prend quelques scènes, notamment pour la peinture, il y a des scènes qui sont des tableaux et qui vont largement au-delà de la simple illustration qui plastiquement serait éblouissante. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est celui où, lorsque Bullingdon vient chercher Barry pour le provoquer en duel. Vous avez ce long plan séquence et puis ce tableau incroyable où il est entre la boisson et le deuil, avec le visage qui est au sol et des gens qui, tout autour de lui, sont totalement figés pour bien montrer qu'on est dans la peinture. Mais à ce moment-là, on a un personnage qui, justement, souhaite être hors du temps, souhaite être figé par cette peinture parce qu'il n'a plus aucune raison de vivre et qu'il est en train d'expérimenter dans la sensation du deuil ce qu'est la mort. C'est la même chose sur ce très beau plan de Lady Lyndon dans sa baignoire, qui est à la fois extrêmement sensuelle, mais totalement figée, totalement morbide, et qui, elle, comprend aussi que l'homme dont elle est tombée amoureuse est quelqu'un qui, en réalité, n'a aucun sentiment pour elle. Ce qui, bien entendu, est un châtiment qui renvoie très clairement à ce qu'elle a fait avec son propre mari, et qui, elle-même, la renvoie dans une espèce de spirale tragique, si vous voulez. Ces moments-là sont des moments où les personnages expérimentent cette fixité et en réalité se posent réellement la question de leur place dans le cadre et se questionnent sur justement la cruelle désillusion par rapport à leur quête. Et l'autre point, c'est celui de la musique. La sublime scène du trio de Schubert dans laquelle Barry sort de la salle de jeu et va suivre Lady Lyndon pour aller l'embrasser, qui est d'une synchronisation absolument parfaite, elle est absolument bouleversante. Même si on sait que Redmond est dans une logique assez hypocrite, l'émotion de Lady Lyndon, elle, est totalement authentique. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Kubrick a fait une entorse à son obsession qui consistait à proposer des musiques uniquement d'époque. Le trio de Schubert, c'est 1814.
il en a fait une maladie, Kubrick, de se dire qu'il allait utiliser, alors qu'évidemment personne ne s'en rend compte. Mais pour lui, c'était terrible parce qu'il faisait une entorse. Mais en fait, il l'explique dans des entretiens, il dit « il me fallait une musique aussi sentimentale qui va annoncer le romantisme en réalité, dans laquelle il y ait ce sentiment-là ». Et donc, ça montre bien qu'on n'est pas du tout seulement dans une logique historique, exacte et muséale d'une certaine façon, mais qui a vraiment cette idée de faire surgir une émotion, quelque chose de pur. Et c'est ça qui, justement, motive toute la beauté du film. Cette beauté, elle est au service d'une réflexion sur la vanité, sur la manière dont les personnages se trompent, essaient d'aller vers la grandeur, vers quelque chose qui les ferait rester dans l'histoire, mais qui en réalité vivent surtout pour des moments d'émotion. On peut d'ailleurs dire à ce titre que la petite parenthèse enchantée avec Li Shen est aussi un moment d'émotion pure. À la lumière des bougies, avec cet enfant, il se passe quelque chose de très beau et on passera ensuite à autre chose. Mais ces instants-là sont justement créés par la beauté plastique totale. Donc Kubrick n'est pas simplement ce génie artistique qui va froidement regarder les hommes avec une espèce de cynisme. C'est quelqu'un qui a une empathie et qui essaye de les inscrire dans cette histoire-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce film-là, on a une collusion entre un recul au départ, une forme de cynisme, d'ironie, de distance, mais qui progressivement, on le voit même dans le changement des couleurs, qui sont de plus en plus froides, va proposer une sorte de requiem qui va réellement, en fait, entrer en empathie avec ces personnages. Et c'est la raison pour laquelle on peut employer une expression qui est totalement galvaudée d'habitude, mais qui, à mon avis, sied parfaitement à ce film en disant que Barry Lyndon est un film beau à pleurer. Merci de votre attention.